crois que c'est pas la peine que je fasse un long développement d'1 h 30 sur la situation de la ville hier, aujourd'hui et demain. Et je préfère qu'on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, qu'on fasse directement un focus. Et le premier focus, je crois que c'est vous, voilà, c'est vous, Monsieur Mottard, qui est un habitant ici depuis longtemps, qui a vécu beaucoup de choses ici, notamment dans la copropriété et dans la rénovation des logements. Et donc, Monsieur Mottard a été désigné comme animateur, je ne sais pas exactement le nom, avec d'autres personnes que d'ailleurs vous pouvez nous présenter tout de suite si vous le souhaitez. Évidemment avec Paul Dubois qui est incontournable ici. Elle est chez elle. Merci Paul de nous accueillir. Je ne vois pas Nicole Tessier, non, elle n'est pas là. Bon. En tout cas, merci aussi de nous avoir accueillis. C'était samedi dernier, vendredi dernier, oui, pour le Burs-Illumin, qui a été une très belle manifestation. Et on se réjouit de voir de nouveau des manifestations de cette nature, aussi de proximité, mais de convivialité, retrouver leur existence. Alors, Monsieur Mottard. À l'automne 2020, la mairie a fait appel à la candidature auprès des habitants pour prendre part aux ateliers des quartiers en amont des conseils de quartier. Ces ateliers sont composés des élus de quartier et de 10 habitants tirés au sort parmi les personnes volontaires ainsi que les personnels qualifiés désignés par la mairie qui faisaient partie de la vie associative, éducative, sportive de la commune. Vous avez les noms qui sont mentionnés. Nous avons Madame Ouist qui est ici présente, Madame Melcher, Mélanger, pardon, mes excuses, moi-même, Monsieur Mottard. Nous avons Madame Dubois qui est là. Voilà, donc quand vous avez besoin de conseils sur le quartier, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. Ensuite, vont organiser des formulaires de propositions pour projets à mettre en œuvre dans le quartier. Alors il y a déjà 2 réunions qui se sont tenues et nous avons prévu d'aménager des espaces verts au cœur des résidences. Donc ça ne va pas se faire tout seul, ça va se faire avec l'aide de tous les habitants du Burs. Donc c'est-à-dire que nous allons propager autour, que ce soit des immeubles ou des maisons, comment nous allons pouvoir aménager ces immeubles. Comment nous allons pouvoir faire descendre tous les habitants dans les quartiers. Et nous réfléchissons comment nous pouvons rendre la rue du Maréchal Juin et l'autre aussi, avenue Maréchal Végan, moins... Jeanne d'Arc, oh punaise, alors décidément ce soir, pour que les gens roulent moins vite. Voilà, c'est des sujets qui nous travaillent tous les jours, dont nous voulons parler en conseil de quartier. Merci beaucoup, merci Monsieur Mottard, c'est d'excellents sujets qu'on retrouve un peu dans toutes les villes d'ailleurs. Il faut poser et essayer de trouver des solutions. Alors, je vous propose d'attaquer le budget participatif. Paul, c'est toi qui a deux beaux projets. Là. Le premier, c'est le poulailler. Alors, je me baisse. Merci. Donc, le poulailler, c'est le budget participatif de 2019. C'est un projet qui a mis du temps à se monter parce que la situation sanitaire nous a un peu gênés. Au départ, nous avions plus d'une trentaine de personnes qui voulaient participer à ce projet. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 15, mais bon, les personnes commencent à revenir. Voilà. Donc, le premier travail, ils ont travaillé sur la réglementation, le règlement de fonctionnement du poulailler. Et voilà, c'est vraiment eux qui l'ont fait avec, bien sûr, l'équipe salariée qui accompagne le projet. Il y a, alors, pas 10 poules, mais il y en a 9. Voilà, qui ont toutes un nom. Voilà, donc nous avons plusieurs races. Donc nous avons une limousine qui s'appelle Grisette. Il y a une Asturie qui s'appelle Sivia. Il y a une Bretonne qui s'appelle Soisic. Il y a une Vorwect qui s'appelle Caramel. Il y en a une de Marance qui s'appelle Sidonie. Il y a la Gasconne qui s'appelle Maïté. La Gatinaise qui s'appelle Lucie.
Et Sussex, il y a Aglaé et Léa. Voilà, donc ça fait, il y a 9 poules. Il y a une poule qui a été malade, alors l'anecdote, c'est qu'ils se sont dit, pour la protéger, ils l'ont mis à part, et du coup, ils sont en train de construire un petit bâtiment en plus qui sera un peu l'hôpital, l'endroit pour mettre au repos les poules quand elles sont malades. Donc ils ont commencé ce projet. Et puis il y a une organisation d'ouverture, de s'assurer que les poules sont bien ouvertes le matin, que le soir c'est bien fermé, qu'elles soient en sécurité, que ce soit bien nettoyé. Donc il y a une équipe ils ont un roulement du dimanche au samedi. Et on fait pour le partage des œufs, la récolte des œufs, quand il y en aura. Alors pour l'instant, il y en a eu 2 ou 3 qui sont de la petite Sidonie. Il y aura, le samedi, ils se partageront ensemble, ceux qui ont ouvert, fermé, nettoyé, ceux qui travaillent sur le poulailler, se partageront les œufs en fin de semaine. Voilà, pour un peu le poulailler. Et donc on envisage bientôt l'inauguration, voilà, qui est prévue le 4 décembre. Voilà. Donc là, les poules seront réveillées parce que. Oui, parce qu'on fait. Pas l'inauguration trop tard, sinon. Oui, parce que l'inauguration, à 18h30, il fait nuit. Il n'y a pas de lumière dans le poulailler, et puis bon, ça serait dommage de faire l'inauguration sans présenter les poules. Voilà. Mais donnez-moi 2 secondes. Concernant l'alimentation, on va voir les poules avec les enfants, peut-on leur donner des choses à manger, bien est indiqué. Alors il y a un tableau, alors là je n'ai pas mon téléphone là, mais il y a un tableau qui est prévu. Pour justement qu'on ne donne pas n'importe quoi aux poules. Et déjà, vous voyez, j'ai commencé à regarder le tableau ce matin, la charcuterie, enfin, il y a des choses qu'il ne faut pas leur donner. Donc, il y a un tableau, un très joli tableau qui est fait tout en couleur, et pour bien expliquer, qui sera aussi lisible pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Bon, mais c'est une bonne question, effectivement. Mais prudent. Alors, qui souhaite des enfants? Pour la gaming room. Ça, c'est le deuxième sujet du budget participatif, le Gaming Room. Et la parole est à ceux qui ont porté ce projet. Donc, merci à vous. Il y a 1 an, nous sommes 6 à avoir eu l'envie de créer, ici au centre social d'Ibur, une Gaming Room. C'est une salle de jeux vidéo. C'est un projet très coûteux, c'est pourquoi nous avons dû trouver des moyens de le financer. Tout d'abord, nous avons participé au projet Initiative Jeunes. Nous avons obtenu 1 000 €. Nous avons fait 2 fois le marché d'Arlac. Puis nous avons rencontré Laure Clierto de la mairie qui nous a parlé du budget participatif. Nous avons réussi à finir dans les projets qui ont remporté le budget participatif. Nous sommes maintenant dans la dernière étape de ce projet. Nous devons choisir notre matériel informatique, réfléchir à la disposition de la salle et finaliser les derniers détails. Nous sommes heureux d'avoir pu concrétiser ce projet. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Merci à vous. C'est très bien d'avoir porté ce projet, de le mettre en œuvre. C'est pas toujours facile, donc c'est très bien. Merci. Est-ce que sur ce gaming room, il y a des questions? Non? Vous, les enfants? Est-ce qu'il y a des observations? J'en prie, madame. C'est vrai que j'ai pas trop lu effectivement votre projet, donc je suis pas au fait de tout ça, mais comment il faut s'inscrire, il faut venir vous voir, s'inscrire, il y a un âge limite. Ça, il faut que je lise le projet, c'est ça? Bonsoir. Bon, du coup, je suis l'animatrice qui a accompagné les jeunes. Alors, pour l'instant, ils sont dans la première étape, donc ils vont bénéficier du matériel. Et du coup, pour l'instant, ils vont s'en servir pendant les horaires d'accueil jeunes pour eux. Mais leur objectif vraiment final, ça serait de pouvoir se monter en junior asso, donc créer vraiment leur association de mineurs et pouvoir proposer après un atelier gaming room ouvert à tout public et du coup porté par leur association où du coup ils pourraient peut-être proposer des horaires bien particuliers comme 1 fois par semaine, 2 fois par semaine et du coup faire
faire payer comme une activité de loisir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, ils vont avoir leurs ordinateurs. Mais dans l'idée, oui, ils aimeraient bien se monter en junior asso et pouvoir faire bénéficier un peu tout le monde. Voilà. Merci. Non, rien d'autre, vous voulez pas ajouter quelque chose, non? Bon, pas d'autres observations, donc on va passer au stade du Burk, c'est ça, je crois, dans l'ordre. Et donc, Cécile, le terrain de rugby. Oui, merci beaucoup. Alors, terrain de rugby, comme vous pouvez le voir, mais en fait, en travers, vous avez 2 terrains de foot aussi. Hein, c'est à la fois du rugby et du foot. Tout ça, c'est accompagné de 4 vestiaires, avec chacun 8 douches à l'intérieur. C'est mis principalement à disposition de la SMR, qui est notre club phare, on va dire, de rugby à Mérignac, mais également d'une association que vous connaissez bien ici, qui va au-delà de Mérignac, qui s'appelle Drop de béton. Et puis, bien évidemment, c'est mis aussi à disposition de tous les habitants du quartier en accès libre. Voilà. À ce projet s'est rajouté un espace, c'était le projet de départ, en travaillant avec les associations d'une part et les habitants du quartier, on a rajouté un espace de convivialité. On a également mis 150 places assises dans ce qu'on appelle des gradins de verdure. Et puis, on a mis également, pour coller à notre réalité mérignacaise, un éclairage en LED qui permet donc de sacrées économies d'énergie. Puis c'est plus écologique, ça dépense moins d'argent pour la ville et puis c'est moins nuisible pour l'environnement. Et enfin, il y aura des aménagements paysagers et d'immobilier urbain tout autour donc de ce nouvel équipement. Le terrain est un terrain synthétique, c'est-à-dire qu'il n'a bien sûr pas besoin d'eau. Donc ça, c'est aussi écologique. Ça permet également de beaucoup plus pratiquer, puisqu'on n'a pas besoin, enfin, on évite de labourer quand on joue, surtout au rugby, le terrain. Donc on peut beaucoup plus s'en servir. Et donc ça permet de pouvoir travailler davantage et avoir moins besoin aussi de personnel de la ville, d'agents de la ville, pour tout ce qui pourrait être tonte, par exemple, et entretien de terrain en herbe. Voilà, donc c'est un matériau, un remplissage type liège, pour les connaisseurs des terrains synthétiques. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il sera donc levé de toute réserve le 3 décembre prochain. Donc voilà, on a pris un petit peu de retard pour 2 raisons principales. La première, c'est que le terrain naturel nous a posé quelques soucis, c'était un peu gorgé d'eau. Donc on a dû travailler et ça a entraîné non seulement du retard mais aussi un coût supplémentaire. Et la deuxième raison, c'est que malheureusement, on n'a pas eu de chance, une des entreprises a été en faillite. Donc il a fallu attendre qu'elle soit effectivement mise en faillite pour de nouveau faire appel à une autre, etc. Donc là aussi, ça nous a mis un petit peu en retard. Donc vous avez le calendrier qui est affiché. Donc le 3 décembre prochain, ce sera la livraison des bâtiments et de tout ce qu'il y a autour. Et par contre, on aura pour tout ce qui est aménagement paysager, on ira jusqu'au printemps 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel équipement sportif qui répond aussi à une demande plus globale sur Mérignac. On avait besoin de terrains de grand jeu. Donc voilà. Et ça permet aussi une mise en valeur du quartier. Voilà. On attend aussi un minuteur pour l'éclairage. Voilà, parce qu'effectivement, on a eu quelques soucis avec l'éclairage. Enfin, pour l'instant, il ne devrait pas, c'est-à-dire que les gens devraient pouvoir éteindre en sortant, comme on dit. Malheureusement, ça ne se fait pas toujours. Voilà, donc il faudra un minuteur et on l'aura aussi dans les prochains jours. Merci Cécile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau stade? Quelle est la surface de la salle d'accueil, s'il vous plaît? Alors, je vais vous dire ça très précisément. Une fois que je vais passer les lunettes indispensables.
Donc, voyons. Je vais le retrouver. 56 mètres carrés. Bon, au début, il y avait quelques craintes de nuisance, d'intégration dans le site. Aujourd'hui, quelles sont vos réactions? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Il faut attendre qu'il y ait des matchs pour voir effectivement l'impact. Alors, parce que c'est enregistré. Voilà. Mais oui, mais... Alors, au niveau des impacts, Madame Bélanger parlait des impacts parce qu'il n'y a pas eu de match. Il y a des matchs, notamment des fils de drop de béton, dont l'équipe s'appelle les Melting Drop. Attends, excusez-moi, parce que j'étais en train de regarder comment ça fonctionnait. J'ai jamais su comment ça fonctionne. Voilà. Il suffit de parler dedans. Ça marche tout seul. Ça fonctionne. Moi, je crois que je ne même pas les micros. Non, je dis il faut attendre qu'il y ait des matchs pour voir l'impact, s'il y a du monde qui vient, les problèmes de stationnement des véhicules, des gares, s'il y a des gares. Oui. Alors pour l'instant, il y a déjà eu des matchs des filles de drop de béton qui s'appellent l'équipe des Melting Drop. Voilà. Et mais effectivement, il y aura d'autres matchs, donc vous pourrez voir à l'usage. Voilà. Pour l'instant, ce sont que des matchs de filles qui ont eu lieu ou après des entraînements de garçons. En tout cas, ça fait moins de bruit que les terrains de foot. C'est bien. Non, mais je pense qu'il y a moins de monde pour l'instant aussi. Il n'y a pas tellement de spectateurs parce que c'est encore tout nouveau. Enfin, ça va être, Oui, puis peut-être que la saison s'y prête pas trop non plus. Peut-être qu'au printemps, il y aura davantage de gens qui viendront sur nos fameux gradins de verdure. Alors, madame. Alors, c'est vrai qu'on sait dire quand c'est pas bien, donc il faut dire aussi quand c'est bien. Donc, en tant qu'habitant du quartier, je suis très contente. Après, on ne sait pas effectivement les répercussions qu'il va avoir par la suite, mais c'est vraiment une ouverture du quartier, je trouve, avec quelque chose de positif, d'amener du sport. Il est souvent investi, j'ai vu, même quand on était en travaux, j'ai pu y aller avec ma fille, avec des enfants de l'école, en profiter. Donc, merci beaucoup pour ce terrain. Enfin, forcément, après, on va voir par la suite, effectivement, s'il y a des choses à revoir, mais en tout cas, je trouve que ça ouvre quelque chose sur le Burk. Donc, merci. Merci. Ouais, je pense que c'est un point positif pour le quartier, c'est quelque chose de valorisant, je pense. Je trouve que ce qui est important et intéressant, c'est qu'il y a des filles, des jeunes filles du quartier qui, du coup, ont rejoint le groupe de béton. Et voilà. Donc ça occupe les jeunes, elles sont contentes d'en faire partie maintenant. Voilà. C'est une belle association. Oui, vous savez que le drop de béton, effectivement, a un objet très particulier, c'est de rendre accessible le sport et là le rugby à des publics qui peuvent en être éloignés, et notamment évidemment aux femmes. Donc c'est vraiment une belle promotion pour toutes les femmes qui veulent pratiquer le rugby, quoi. Et ça, c'est une vision très pédagogique de drop de béton, qui sont très attentionnés. Ils veulent bien distinguer le respect compétition, mais la compétition reste forcément dans le sport. Mais en même temps, que ce ne soit pas que de la compétition, c'est aussi l'expression des uns et des autres. Donc, c'est une association qui apporte beaucoup à la ville. Les scolaires, elles viennent aussi. Ils pourront. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Non, je n'en vois pas. Alors, je pense qu'il y a un autre très beau projet qui nous occupe avec quelques-uns depuis des années. C'est le projet évidemment, la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments du Burk, de copropriété. C'est un projet qui a fait beaucoup de travail. Je voudrais remercier ceux qui sont ici présents et qui nous ont accompagnés dans cette tâche qui, au début, n'était pas simple, mais qui, progressivement, je crois, s'est éclaircie. Et l'idée aujourd'hui, c'est de savoir si on va encore plus loin. Et en tout cas, moi, ce dont je suis fier, c'est de voir que les habitants aujourd'hui sont satisfaits, quoi. Évidemment, il y a des économies d'énergie pour eux. Monsieur Motard pourra nous le dire s'il souhaite. C'est bien aussi pour la planète. Donc, c'est vraiment, tout le monde est gagnant. Et je crois aussi que ça revalorise le patrimoine des propriétaires qui sont ici. Donc ça, c'est
Moi, j'avais la crainte un peu qu'on assiste à quelque chose comme Sainte-Eulalie. Je ne sais pas si vous avez en tête Sainte-Eulalie, là, où ça évitait vraiment un effondrement de ce type d'immeuble parce qu'il n'y avait pas eu de travaux. Donc, c'était vraiment, quand je suis devenu maire, c'était vraiment une inquiétude pour moi de dire, il ne faut pas que ce soit à nouveau Sainte-Eulalie ici. Et grâce à vous, je pense qu'on va y échapper, quoi. Les économies d'énergie et le confort pour les locataires aussi, hein, ça. Michel. Donc, comme vous le savez, il y en a 3 qui sont en train de se terminer. Il y en a un qui est en train de se terminer à la fin de l'année, 2 autres en début d'année. Et là, au conseil municipal, on vient de voter les 3 prochains à partir de l'année prochaine. Donc, il y a déjà eu, j'ai vu les présidents de conseils syndicaux tout à l'heure, il y a déjà eu des AG qui ont eu lieu avec des maîtres d'œuvre désignés sur certains. Donc, on est sur le bon chemin. Ça a été un peu compliqué sur les 3 dernières, mais ça y est, tout le monde s'y met et c'est bien. Alors après, quoi dire? Donc 3 nouvelles conventions, Iris, Géranium, Héliotrope, voilà, réhabiliter le bâti, accompagner les instances, améliorer le confort. Il y a un article qui est paru d'ailleurs dans Sud-Ouest qui vous a fait parler, avec les économies d'énergie que ça apporte et le reste, quoi. C'est vraiment une super opération. Voilà, alors après, je sais pas qu'est-ce qui... il y a le schéma avec voilà, les 3 OPA, 2015-2022, 2022-2026, les 3 prochaines qui arrivent. Avec des limitations, là, quelques photos avant, après, pendant. Donc c'est bien parlant, mais comme vous habitez sur place, vous y passez tous les jours, donc vous voyez bien un peu ce qui se passe. Voilà les dahlias. Avant, après. Les menuiseries. Avant, après. Les cages d'escalier. Avant, après. Les équipements, donc les nouvelles chaudières qui sont en route, alors avec un peu de problème effectivement pour la mise en place. Là, on a eu quelques soucis récemment. Madame Ouist voilà, elle a été un peu dérangée beaucoup, mais bon, on a fait intervenir les gens qu'il fallait. Ça y est, ça s'est débloqué au niveau de l'Enedis. Ça n'a pas été évident, mais on a réussi à faire avancer les choses, donc ça y est, ça fonctionne. Et on a demandé d'ailleurs aux syndics de donner les syndics normalement ont dû communiquer pour, si les gens ont des problèmes de chauffage, se rapprocher du syndic pour que ça soit résolu. Les nouveaux équipements, donc tous les radiateurs ont été changés, les portes, les fenêtres, mise aux normes des réseaux avec les gaines techniques, étanchéité des toitures pour les fougères. Voilà, le rendu final. Alors après le calendrier prévisionnel, c'est ce qu'on a dit, donc il y en a un qui est en train de se terminer, les 2 autres sont terminés au premier trimestre. Et puis après les autres, en fonction des AG et des choix après des sociétés qui vont être choisies pour faire les travaux, on va avancer tranquillement. Nous, Mérignac, ça a été voté au conseil municipal, c'est passé au conseil municipal. Au 15 décembre, ça passe sur Pessac, puisque c'est des immeubles qui sont en partie 20% sur Pessac. Et ça passe à Bordeaux Métropole la semaine prochaine, je crois. Donc c'est bon, on est en janvier, pardon. On est sur les rails. Voilà. Merci Michel, merci. Alors, il y a des habitants directement concernés. Monsieur Motard et Madame Ouis, peut-être. Vas-y, madame. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour l'aménagement des poubelles autour, ou ça n'a rien à voir avec... Alors, l'aménagement des poubelles et les aménagements extérieurs, on est en train de voir. On ne peut pas vous dire pour l'instant, mais ça fait partie des projets futurs. Effectivement, il y a un gros chantier, mais on est en train de regarder. Voilà. Bien que je ne me sente pas personnellement concerné, mais c'est quand même un sujet qui me travaille. Je sais que ça a été voté au Conseil le début des travaux, mais je me pose néanmoins une question. Est-ce que, vu la situation du contexte que nous avons actuellement, où on nous annonce une 5e vague de Covid, est-ce que nous allons avoir premièrement les entreprises qui vont répondre présentes, et surtout, est-ce que nous allons avoir les matériaux? Voilà, ce sont mes 2 grosses questions concernant les 3... On ne peut pas prévoir, mais déjà sur les 3 premières, on a eu le Covid, donc on a eu un retard qui a été rattrapé après. Et donc là, après, déjà, il y a les AG des conseils syndicaux, il y a les choix des maîtres d'œuvre, donc il y a déjà toute une partie avant que les entreprises interviennent. Donc je pense que c'est un long temps, c'est pas... Donc je pense que là, on aura passé le Covid, au moins la 5e vague, quand les entreprises auront été désignées. Donc voilà, ça va suivre son cours tranquillement. Je pense qu'on n'en est pas aux entreprises. On serait aux entreprises, je vous dirais oui, on va prendre du retard. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est maître d'œuvre, choix des entreprises. Et après, donc voilà, on devrait tenir la route.
Et après, on ne sait pas, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à se fournir en certains matériaux, donc ça retarde les chantiers. Hein. Madame Ouist. C'est une très grande... C'est une finalité maintenant. J'ai beaucoup donné. Et maintenant, je suis fatiguée. Ouais, parce qu'elle a été très embêtée avec le chauffage, donc tout le monde l'appelait individuellement parce qu'il n'y avait pas une mise en place encore, Enedis n'avait pas mis en place. Cofeli, pardon, et puis après il y a les syndics qui n'ont pas fait tout à fait au démarrage leur travail non plus, donc du coup tout était sur elle. Donc elle a eu un lourd travail parce que les gens l'appelaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour leur dire j'ai 15 de chauffage chez moi, j'ai 16, j'ai 17, pourquoi ça ne marche pas. Donc c'était une lourde charge pour Madame aussi. Bon, bon courage. Merci. Monsieur Bottard, vous ne voulez pas me rappeler à tout le monde ce que vous m'aviez dit un jour, c'est les économies, l'augmentation du chauffage et les économies. Vous m'aviez cité 2 chiffres qui m'avaient beaucoup impressionné. Ça tombe bien, puisque ce soir, on a la chance de l'avoir, c'est notre journaliste Olivier, puisqu'il a eu la chance de venir 2 fois à la maison. Alors, ouais, alors monsieur Delumeau, qu'est-ce que vous en dites? Je suis désolé, je suis obligé de vous prendre la partie, monsieur. Mais la première fois, comme je vous avais dit, il faisait 8 dans l'appartement. Nous avions, malheureusement c'est interdit, mais on avait quand même 2 poêles à pétrole, un dans la salle à manger et un dans les couloirs pour chauffer un peu les chambres. Voilà, en plein hiver. Maintenant, les poêles à pétrole, nous ne les avons plus, il fait 20 degrés. Vous pouvez demander à monsieur Delumeau qui a eu le thermomètre, voilà, parce que lui non plus ne voulait pas me croire. Et on n'a toujours pas allumé le chauffage. Alors c'est vrai que, comme a dit Madame Pagès, les chauffages ont été remplacés, mais chez nous, alors c'est vrai, je ne suis pas frileux, je veux bien l'admettre, mais le matin il fait 3 et il fait toujours 20 dans l'appartement, donc à quoi ça sert d'allumer les radiateurs? Donc ce qui fait qu'automatiquement, on va avoir une baisse de chauffage phénoménale. Voilà. Voilà. L'été, nous sommes obligés d'ouvrir les fenêtres. Bon, c'est vrai que nous sommes exposés plein sud, mais on ouvre les fenêtres et on baisse un peu le rideau pour pas que le soleil rentre. Voilà. Oui, mais vous avez l'impression qu'il fait beaucoup plus frais, vous avez... Oui, il y a eu une grosse isolation extérieure, donc oui, bien sûr. Non, mais c'est à cause de ça qu'on veut bien avoir le retour de ceux qui ont bénéficié de ça, aussi bien l'hiver, bien. Mais l'été, est-ce que ça réagit aussi de manière spectaculaire comme ça? Ça réagit aussi. Vous ouvrez les fenêtres, donc ça veut dire quoi que vous pouvez permettre de laisser rentrer la chaleur et néanmoins être dans le confort. Ah, d'accord, j'avais pas trop compris. Vous pouvez venir l'hiver comme l'été, je vous montrerai. D'accord. Vous êtes sur quel immeuble? Géranium, donc nous on a commencé, donc vous allez commencer. C'est très intéressant d'avoir le retour du confort. Bien sûr. Voilà. Après, je ne demande pas ce que les gens ont subi pendant les travaux, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui... Il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par les phases travaux. On a entendu les bruits, Après, il faut espérer qu'il y aura une bonne coordination aussi. C'est le choix de votre maître. Je pense que ça, c'est important aussi. La coordination de tous les corps de métier et que ça puisse se faire avec la consultation aussi des habitants. Voilà. Merci. Ce que je trouve remarquable, c'est que le but, c'est la rénovation thermique. Et ça, c'est évidemment majeur, mais en même temps, ça entraîne aussi un embellissement du bâtiment. Je trouve qu'avec finalement peu de choses, on a changé la physionomie du bâtiment et on peut changer la physionomie du quartier. Bon, pas d'autres observations? Je suis le syndic de la résidence des Églantines, j'ai déjà lu plusieurs fois. Et donc, j'ai lu l'article aujourd'hui aussi. J'étais agréablement surpris, puis un peu déçu qu'on ne parle pas non plus des syndics, parce que je pense qu'on fait partie de la chaîne de décision et qu'on a aussi beaucoup donné, nous, pour que le projet arrive à son terme, parce que je vous rappelle qu'au début, c'était une convention qui devait démarrer sur les 6 copropriétés en même temps, et on a été obligé de scinder la démarche ou pas.
sur 2 groupes, sur Burk 2 au départ et Burk 1 maintenant qui va s'y lancer, mais c'était laborieux. Voilà. Donc merci, pensez à nous la prochaine fois parce que non mais vous avez cité personne parce que on a beaucoup d'articles qui pénalisent les syndics et qui disent qu'on est tous des escrocs et des voleurs. Donc ça, quand on fait des choses bien, ça serait bien aussi de les valoriser, quoi. Parce qu'on n'est pas tous des voleurs, on n'est pas tous des escrocs. Vous parlez de syndic, mais vous nommez personne. J'ai pas bien lu l'article. Ça a été coupé, peut-être. Non, mais on peut avoir confiance quand même dans notre journaliste. Je crois que vous êtes cité. Ouais. Il est toujours équitable. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres points sur ce sujet? Non. Stéphane, est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation de la Poste? Parce que c'est quelque chose qui peut vous interroger. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, vous savez, dans ce centre commercial du Burk, il y a plusieurs cellules qui appartiennent à la mairie. Évidemment, la mairie annexe, que vous pouvez très certainement fréquenter. Et puis, ce local de la Poste. On a un petit espace aussi qui est un peu plus polyvalent, qui peut servir pour des temps d'échange ou autre. Donc, sur la Poste, qui a quitté les lieux depuis maintenant quelques mois, on a accompagné un projet de tiers-lieu, porté par une association qui s'appelle Seconde Tournée, et qui travaillait sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était une association, donc on a évidemment accompagné avec les collègues qui sont sur l'économie sociale et solidaire ce projet, qui malheureusement n'a pas réussi à boucler le tour de table pour financer ce projet. Il y avait notamment des subventions d'État qui n'ont pas été accordées. Et donc ce projet n'a pas pu voir le lieu, en tout cas il n'a pas pu voir le lieu à cet endroit-là et dans cette temporalité. On n'abandonne évidemment pas cet objectif parce que c'est intéressant de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'avoir des acteurs associatifs mobilisés en ce sens. Donc très concrètement sur ce lieu, donc on a lancé un nouvel appel à une manifestation d'intérêt, un appel à projet, à candidature, pour accueillir de nouveaux commerçants. Donc on est en train, à partir d'une petite analyse des besoins, de ce qu'il manque dans le secteur, dans le Burk, et puis même quand on dézoome, qu'est-ce qui n'est pas à côté, il est apparu que on pouvait effectivement avoir besoin d'un fleuriste, d'un cabinet d'esthétique, ou également d'une structure qui fait du déstockage, en fait, du déstockage divers. Donc, ce qu'on appelle du déstockage, c'est quand il y a un magasin qui a du stock, souvent sur des produits évidemment non périssables, pardon. Et donc on vend à ce commerçant qui ensuite donc se charge de revendre par la suite. Donc avec un spectre très large de produits. Donc il y a un appel à projet qui vient d'être lancé auprès des commerçants, qui va courir jusqu'au mois de décembre et qui va nous permettre de sélectionner un commerçant pour répondre à ce besoin à partir d'une petite étude de marché qui a pu être réalisée par notre service commerce. Pour la Poste, alors c'est fini quoi. C'est dommage quand même, c'est dans un ensemble comme ça qui est rénové, etc., d'avoir supprimé. Cette Poste là, oui, vraiment, plutôt que par la Mérignac, c'est un peu la croix de la bannière. C'est ça qui n'a pas de poste en ce moment, au centre. Il n'y a pas de distributeur là. Il n'y en a pas ici. Donc vous voyez un petit peu. Alors moi je trouve qu'une rénovation sans service public de cette ampleur, parce que je n'ai pas considéré qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour aller à la Poste. Chaque fois que j'y allais, je trouvais qu'il y avait énormément de gens qui la fréquentaient. Absolument. Et je pense que maintenant, on est réduit à aller bien plus loin, Mérignac Centre. Ou alors il faut aller à Sèche. Et je trouve vraiment très dommage. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que moi quand j'ai interrogé la personne qui occupait les locaux pour les services de la Poste, elle m'a expliqué qu'en fait c'est pas la Poste qui ne voulait pas, c'est la mairie. Alors finalement, non mais justement je suis là, moi je suis là pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Parce que je n'ai pas d'opinion à ce sujet, mais j'en prends. Mais il suffit, pour connaître la vérité, il suffit
d'être attentif à l'actualité qui défile, et vous verrez dans l'actualité que depuis maintenant plusieurs années, la Poste a comme politique de fermer ses bureaux de poste partout. Dans l'agglomération, il y a très peu de bureaux de poste, mais vous allez dans n'importe quel endroit de France, c'est pareil. Alors la Poste a un argument qu'elle veut décisif en disant mais il n'y a plus de clients, quoi. Donc, puisqu'il n'y a plus de clients, ce qui est vrai. Non mais il faut quand même reconnaître que chacun de nous envoyons moins de lettres que peut-être nos parents. Bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a les mails, il y a les textos, bon, c'est sûr que... Quand même, il y avait pas mal de personnes à Oui. Non, mais moi, je vous donne l'argument de la Poste. L'argument de la Poste, c'est de dire, puisqu'il y a moins de trafic postal, on supprime nos bureaux de poste. Bon. S'il ne règle pas un problème essentiel, qui est le problème de la manipulation de l'argent. Un bureau de poste, si vous avez un compte, évidemment, à la Poste, vous pouvez déposer l'argent ou vous pouvez en retirer. Et ça, c'est un problème qui n'est pas réglé. Bon. Donc en fait, c'est une vision globale de la Poste qui a des chiffres. Ils ont des statistiques tout à fait remarquables. Alors regardez, il y a tant de clients avant, il y en a moins aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on garde une activité? Donc c'est la position de la Poste partout qui va pas s'arrêter. Il faut bien être réaliste là-dessus, puisque le trafic postal va encore chuter. Il chute chaque année, le trafic postal. Chaque année. Bon. Donc évidemment, la Poste en tire des conséquences, puisqu'elle a aussi des difficultés financières, et donc on essaie de s'y opposer, notamment je bataille pour Carlac, parce que vous avez une Poste aussi à Carlac. Non, il n'y a pas de distributeur, oui. Mais pour Carlac, on maintienne, bon, pourquoi le centre-ville? Parce que vous savez, les deux plus grands bureaux de poste de la ville, et même presque de l'agglomération, pas tout à fait de l'agglomération, mais c'est Capéron et le centre-ville. Donc là, il y a une activité intense. Il y a la question du distributeur. Bon, on peut réfléchir à d'autres solutions, mais toutes les solutions ont un coût. Et ce qui n'est pas acceptable de la Poste, c'est de dire que c'est la faute de la ville. Qu'est-ce que nous propose la Poste? La Poste, elle nous propose de dire, écoutez, c'est très simple. Vous nous donnez les locaux, vous nous donnez des locaux, vous nous prêtez les locaux, vous nous les mettez à disposition, puisque c'est 0 de loyer. Vous mettez aussi à disposition du personnel. Et nous, on maintient l'activité, et on vous verse une somme, j'ai oublié là, mais de quelques... De combien? Oui, de quelques milliers d'euros. Donc c'est pas... La question, c'est de savoir si on demande à nos habitants de payer davantage pour un service que la Poste, en principe, devrait rendre elle-même. Oui, alors il y a un bureau de tabac, effectivement, qui fonctionne ici, mais qui ne règle pas les problèmes d'argent. Qui règle les problèmes de courrier. Oui. Donc, madame, c'est un mouvement national. Oui. Non, mais je partage tout à fait. Hein. Je partage. Bien sûr. Parce qu'à l'heure où on nous dit qu'il ne faut pas trop se déplacer, effectivement, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Non, alors après, la Poste va vous expliquer 36 choses. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui veut prendre de l'argent ou bien en donner, il suffit qu'il passe un coup de fil à la Poste. Alors la Poste a une attitude étrange, c'est-à-dire de dire, si on nous le dit, quelqu'un va se déplacer pour aller porter de l'argent à madame ou à monsieur, ou bien pour... alors ils le font, mais ils veulent pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oui, mais si on le dit, 2 agents vont être en insécurité, ils vont être attaqués. Donc c'est secret. Donc secrètement, vous pouvez demander à la Poste qu'elle vienne vous donner de l'argent, dans la mesure où vous avez un compte en banque à la Poste, ou bien... non, mais ça, c'est pas des solutions, et puis d'ailleurs, c'est des propositions qui ne peuvent pas tenir. C'est pas du tout, je pense, que ce souhaitent les gens qui habitent le quartier. Voilà. Et c'est une vraie difficulté. Hein. Alors, la difficulté, il faut voir aussi, il faut se projeter, c'est que on voit bien dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la dématérialisation est très forte, et elle ne va pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, on a même inventé le paiement sans contact, qui est quand même un très très grand succès, hein, qui fait qu'on n'a plus besoin d'espace, mais avec une limite, bien sûr, avec une limite du montant. Mais bon, c'est la voie de l'avenir, on voit bien que ça va aller vers là et pas vers le maintien de manipulation d'espace. Y compris d'ailleurs pour des problèmes sanitaires. Je vous remercie pour... mais je vous en prie, les explications, parce que ça mérite de clarifier la situation. Et oui, je ne peux pas vous donner une réponse qui puisse vous satisfaire complètement. Bonsoir.
Justement, par contre, c'est simplement du ressort de la mairie, de la municipalité s'intéresser à comment font les gens maintenant, où est-ce qu'ils vont. Les gens qui allaient à la poste du Burk pour les opérations bancaires, parce qu'on a les opérations postales qui sont mises en. Où est-ce qu'ils vont? Alors, s'ils vont à Arlac, par exemple, est-ce que ça sera un soutien pour la poste d'Arlac? S'ils vont à Jean Cordier, parce que c'est près aussi, est-ce que ça permettra à la ville de Pessac de garder une poste à Jean Cordier? Est-ce qu'on peut avoir une influence là-dessus? L'Association des maires de France insiste chaque année au Congrès des maires de France qui a eu lieu la semaine dernière pour que la Poste maintienne son activité. Mais la Poste aujourd'hui c'est mi-public, mi-privé, mais plutôt privé que public, donc elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Alors il y a un engagement qui a été pris, un contrat qui a été signé avec l'Association des maires de France, mais qui concerne plutôt les communes rurales. Parce que là c'est pas 2 ou 3 kilomètres que vous allez faire, c'est beaucoup plus. Mais même cet engagement, il satisfait pas évidemment les maires ruraux. Ok, ça c'est la Poste, ok, on peut rien leur demander. Mais la municipalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se déplacer vers les bureaux? Oui, mais madame, oui, moi je veux bien, mais... À vérifier que, parce que certainement oui. tous n'appellent pas la Poste pour avoir de l'argent à domicile. Oui. Après, est-ce que la mairie doit mettre on va pas mettre en place des taxis ou des bus pour comment on va faire? Vous voyez, s'il y a un coût important. Un guichet bancaire? Ah ben, un guichet bancaire, ça coûte très cher. On réfléchit à ça. Oui, mais on réfléchit à mettre en place un guichet. Un guichet, c'est un investissement important, mais surtout derrière, c'est un fonctionnement, parce qu'il faut l'entretenir, il faut assurer la sécurité. Vous savez que les normes de sécurité sont très importantes autour d'un guichet, donc tout ça n'est pas gratuit. Et en fin de compte, c'est vous qui allez payer. Donc moi, c'est quand même une difficulté que j'ai toujours. Proposer des services, bien entendu, mais à la fin, j'oublie pas que ce sont les habitants qui payent. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des services solidaires, des taxis comme il existe pour les gens faire leurs courses, pour les emmener à la poste Oui, mais à ce moment-là, moi ce que je trouve très bien, c'est par exemple certaines initiatives d'Arlac où les habitants se sont organisés eux-mêmes pour avoir un certain nombre de prestations. Je trouve que c'est bien. La ville ne peut pas tout faire. Et donc moi je souhaite qu'il y ait des organisations de cette nature. Hein. Mais après, croyez-moi, tout ça est très très compliqué. Hein. Moi, j'ai un exemple précis qui a peut-être rien à voir apparemment. C'est une maison de retraite dans laquelle les locataires, enfin les résidents plus exactement, demandaient est-ce qu'il y a un bus qui vienne régulièrement leur proposer ses services pour les emmener en centre-ville ou même à Mérignac-Soleil. Bon. Donc, finalement, j'ai réussi à convaincre les services compétents de mettre un bus. Résultat, quasiment personne. Ça, c'est une mauvaise expérience qu'on fait. Les gens réclament souvent, et puis ensuite après, en fait, ils suivent pas. Mais voilà, bon, tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais bon, quand vous voyez cette expérience, vous posez quand même beaucoup de questions avant de mettre autant d'énergie pour arriver à fournir un service qui, en fait, après, ne correspond pas aux vrais besoins. Quoi. Aujourd'hui, on n'a pas fait d'enquête pour savoir comment font les gens, où est-ce qu'ils vont. Et non, mais aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous avez de l'expérience. Il suffit de demander, avant que vous alliez chercher de l'argent là, où vous alliez. Donc là, on vient de nous donner déjà quelques réponses. C'est que c'est à Mérignac-Centre, c'est à Pessac. Oui. Pessac-Centre, en ce moment, c'est impossible. Oui. Donc, vous voyez, on le sait, ça. Ouais, en général, les gens, ils vont dans le périmètre le moins éloigné de leur domicile. Sauf lorsqu'ils travaillent. Alors, lorsqu'ils travaillent, évidemment, ils peuvent aller retirer de l'argent près de leur lieu de travail. Anne-Eugénie. Ah, pardon. Paul. Oui, je vais me lever pour que tout le monde me voit. Oui, alors c'est un postier retraité qui vous parle, donc il connaît bien malheureusement ce douloureux problème. 2 mots, d'abord des précisions. Monsieur le maire a dit à juste raison, tout à fait,
pour 2022, la Poste envisage la suppression, ou tout au moins des restrictions d'heures d'ouverture sur 2000 bureaux dans notre pays. Donc, et malheureusement, ça rejoint ce que vient de dire la dame, je ne sais pas si vous êtes au courant, même à vous, monsieur le maire, peut-être pas, le bureau d'Arlac fait partie des bureaux qui va être touché en 2022. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va fermer. Ils envisagent des restrictions d'heures d'ouverture. C'est-à-dire de diminution d'heures d'ouverture parce que, comme vous l'avez dit, ils examinent les heures où il y a de la fréquentation plus importante que d'autres heures, etc., etc. Bon. Donc, il va falloir certainement, au niveau de la municipalité, c'est un petit appel que je fais à la municipalité, de se bouger un peu, d'envisager Mérignac, deuxième ville du département, on ne peut pas se laisser débrouiller de l'activité postale, parce qu'on a déjà vu des fermetures de bureaux. Alors, vous avez dit tout à l'heure, moi je suis un ancien postier, Jean Cordier, Jean Cordier, ça fait déjà des années que c'est fermé. Donc, si, c'était le bureau de département. Malheureusement, j'étais syndicaliste. Ah non, enfin c'est une agence postale, mais voilà, oui, mais enfin, alors j'ai rien contre le monsieur qui est dans votre quartier, d'évitant de tabac, il fait tout son possible pour rendre service. Mais d'un demeure pas moins vrai qu'il n'ira pas un service postal de qualité. C'est pas sa faute, hein, je ne le blâme pas. J'en veux pour preuve une anecdote, une dame qui était de toute bonne foi vient pour envoyer un paquet. Le paquet, bon, il était assez volumineux, mais il n'a pas pu le prendre parce qu'il ne pouvait pas le mettre sur la balance, il ne pouvait pas le peser. C'est une anecdote, mais la qualité de service, ça ressent. Donc, ce que l'on a, c'est pas quand même un bureau de poste, ça ne remplace pas. Alors voilà, ma question est simple. Elle s'adresse à vous, monsieur le maire. Il faudrait envisager un courrier. Déjà, peut-être ne pas attendre que vous soyez informés de la décision, malheureusement, de la direction régionale de la Poste qui va certainement nous amputer encore, parce que bon, il n'y a toujours pas d'implantation de distributeurs de billets, et ça c'est un manque. Je vous signale que le bureau de Gazinet, qui lui était en instance de fermeture aussi, s'est vu maintenir, c'est un appel que je vous fais, monsieur le maire, c'est lui maintenir son distributeur de billets. Ils sont revenus en arrière, donc peut-être que Arlac et le Burg, on pourrait peut-être, une ville comme Mérignac, sur les deux quartiers, envisager d'avoir au moins un distributeur de billets. Ça serait moins normal, parce que bon, les personnes âgées, ça répond à votre question, les personnes âgées actuellement sur le Burg, mais elles ont des difficultés. Moi, j'en connais, j'en ai amené avec ma voiture à Pessac Centre. Bon, c'est pas très loin, mais elles ont des difficultés à se déplacer. Et que quand on a ne serait-ce qu'un petit paquet envoyé au petit-fils et à la petite-fille, mais comment on fait? Mais voilà, le problème est posé. La réponse, chacun la détient dans son foyer. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, il y a 3-4 ans, plutôt 4 ans, je pense, j'avais provoqué une réunion avec les responsables de la Poste à Arlac, au centre social. Je ne sais pas si des personnes étaient présentes à ce moment-là. Et ça avait été une réunion assez musclée, puisque les habitants aussi étaient très, très forts, très, très insistants. Et à la suite de cette réunion, donc moi j'étais opposé à la fermeture des bureaux de poste. À la suite de cette réunion, la Poste m'avait dit qu'elle ne fermerait pas des bureaux de poste, et en particulier le bureau de poste d'Arlac, avant, j'ai oublié la date, mais peut-être effectivement avant quelques années. Plus récemment, je ne sais pas ça en mémoire exactement, mais je crois qu'il y a 6 mois, j'ai réécrit à la Poste pour dire que je n'étais pas favorable du tout à la fermeture du bureau d'Arlac, puisque là, il y avait effectivement une possibilité aussi d'un service commun Arlac-Burg, et notamment pour les distributeurs automatiques de billets. Donc voilà, le travail, on le fait, mais vous voyez, Bordeaux est la première ville de la Gironde, ça n'empêche pas que les bureaux de poste se ferment à Bordeaux. Ni à Paris. Paris est la capitale de la France, mais le nombre de bureaux de poste fermés à Paris est considérable. Oui, moi je voulais dire que dans la construction de notre nouveau projet social, on a fait un diagnostic. Effectivement, le problème de la Poste est ressorti.
mais c'est pas celui-là qui est ressorti vraiment le plus. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que si, en tant qu'habitant, vous avez des propositions, des projets, on peut mettre en place des projets de solidarité pour emmener des personnes à la poste et tout ça. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer et faire des propositions et voir ce que l'on peut mettre en place pour aider les personnes qui peuvent se déplacer difficilement pour aller à la poste. Là, on est aussi on a une activité qui est autour des personnes âgées qui viennent le mardi matin, et on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui souhaiteraient venir, mais elles ne peuvent pas venir parce que simplement elles ne peuvent pas se déplacer. Et pourtant, elles sont tout à fait physiquement capables de venir faire des activités. Mais on est en train de réfléchir à comment on peut aller covoiturer, mettre de la solidarité pour faire venir que ces personnes puissent venir au centre. Mais est-ce qu'on assiste à un recul des services publics dans ce pays? D'ailleurs, pas que la France est encore le pays où il y a le plus de services publics. Si vous allez en Allemagne ou ailleurs, enfin, c'est des notions souvent différentes, mais vous avez encore beaucoup moins de services publics ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres oui, je ne vois pas qui. C'est juste pour continuer dans le même segment. Par rapport au problème de transport, alors, le Burg, c'est comme un quartier d'éveil, donc avec une population particulièrement précaire, et donc le problème de transport est souvent plus répandu que dans d'autres quartiers. Donc je pense que ce sera tout à fait une bonne chose de le prioriser et de prioriser que les services publics restent le plus local, parce que le transport est vraiment un problème pour beaucoup de gens dans le quartier, et autant les postes, autant les distributeurs. On peut prioriser à part de la ville, que c'est un problème de la ville pour que les habitants du quartier puissent en bénéficient. Et après, j'ai une petite remarque par rapport à l'utilisation du local par la suite. Donc, il y avait un projet d'économie sociale et solidaire, et voilà, je trouve que ce serait sympa s'il y avait un autre projet dans ce champ, plutôt qu'un fleuriste ou quelque chose qui est moins utile pour le quartier dans son ensemble. Mais voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui se sont positionnés. Donc, ce que vous souhaiteriez, c'est quel type d'activité alors? Et puis solidaire, par exemple, ou un primeur, oui. Avec un projet derrière, un projet social, comme aurait été le projet du gaspillage alimentaire. Oui. Il faut trouver le porteur de projet, quoi. Oui, bien sûr, évidemment, c'est pas... Mais sinon, moi, j'y serais très favorable, oui. J'avais oublié, je vous rappelle qu'il y a eu au Burg, dans les locaux qui doivent être maintenant ceux du marchand de lunettes, là, il y a eu un truc de déstockage, ça n'a pas duré longtemps, et il y a eu une fleuriste également. La seule chose qu'on n'ait pas eue de ce que vous avez présenté, c'est un cabinet d'esthétique. La fleuriste est restée pendant plus de 20 ans. Elle est restée pendant des années. Elle est partie parce qu'elle a pris sa retraite. La fleuriste a vraiment bien fonctionné. Mais je sais qu'il y a des fleuristes qui seraient intéressés par venir ici, mais après, il faut qu'elles puissent avoir la clientèle nécessaire. Hein. Bon, alors peut-être les questions qui tournent autour de l'école, là, est-ce qu'il y a des interrogations? Michel, tu veux dire un mot? Oui. Bonsoir, oui, j'ai quelques interrogations. Alors, c'est dans le domaine de la sécurité routière voirie autour de l'école. J'ai une petite série de questions. La première, c'est savoir un peu le calendrier, si c'est prévu, d'installation des poteaux et d'une barrière qui bloque l'accès au parking, parce que c'est censé être interdit au stationnement, mais il y a un certain nombre de parents qui s'y garent au moment où les élèves sont là.
Une autre question qui tourne, alors ça serait, si c'était possible, de poursuivre la piste cyclable qui longe la rue du Maréchal Juin jusqu'aux 2 écoles, et aussi concernant la rue du Maréchal Juin, on constate que les trottoirs sont de très mauvaise qualité, et je voulais savoir s'il était prévu de faire quelque chose là-dessus. Et pour finir, je tenais aussi à vous remercier pour le fait que les classes découvertes en élémentaire puissent de nouveau se faire après une coupure qui est liée à la crise sanitaire. Là, les enfants de CE, de CM vont pouvoir repartir, et donc je vous remercie. Ce qui est prévu, c'est 2 classes voile et Angoulême aussi pour la BD. Stéphane. Alors, concernant l'espace public, et je me permets aussi de rebondir, vous avez évoqué la question des transports. On a fait une réunion, c'était en septembre, quelque chose comme ça, on avait eu une discussion aussi sur les transports, et je me suis aperçu que finalement bien peu de personnes connaissaient, ou avaient en tête en tout cas, qu'il y avait le bus, ligne 35, avec une fréquence de passage de l'ordre de 15 à 20 minutes, et qui nous relie directement au centre-ville. Donc, ce qui est quand même aussi une offre intéressante. Alors, peut-être pas suffisante, peut-être pas avec suffisamment d'amplitude, mais enfin, elle existe en tout cas avec un cadencement qui est quand même plutôt intéressant. Concernant les abords de l'école, alors vous mettez le doigt sur une difficulté qu'on rencontre. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, dans le bâtiment, la disponibilité des entreprises, les matériaux, les retards, etc. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, évidemment, en termes de travaux, mais on est face à une entreprise qui est titulaire d'un marché public. Donc, dès lors qu'elle a remporté le marché que l'on doit utiliser, qui s'appelle l'entreprise, enfin, peu importe, on va pas donner de nom, mais qui est une entreprise qui appuie vraiment pignon sur rue, qui est une grosse boîte, et qui en ce moment a des délais assez énormes. On a 3 chantiers, des lieux à barrières avec des barrières automatiques, et le Burk en fait partie. Et c'était très difficile d'obtenir même que le commercial se déplace, faire les devis, etc. On est en attente des pièces techniques et financières pour pouvoir faire cette barrière, et on la fera début d'année. Mais c'est vrai que là, on a des délais qui sont anormalement longs, parce que c'est un sujet qui nous occupe depuis maintenant 3-4 mois, si ce n'est un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est une difficulté. Ensuite, il va y avoir la pose de potelets également sur les trottoirs, parce qu'on a des difficultés de stationnement qui ne devraient pas s'y trouver. Les potelets vont être assez rapidement posés. Il faut savoir qu'on pose une quantité assez impressionnante de potelets. On est à plus de 1100 potelets posés depuis le début de l'année, et on le fait par campagne, tout simplement, parce que ça serait tout simplement vraiment pas possible d'avoir une entreprise qui arrive, qui met 20 potelets à cet endroit-là, etc. Donc en fait, on fait des très grosses commandes de potelets, et ensuite il y a des campagnes, quand ils viennent sur Mérignac, ils posent plusieurs centaines de potelets à la fois. Donc on est obligé de grouper. Et là, on attend la date précise, mais là aussi, c'est prévu décembre, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours la trêve des confiseurs. Mais début d'année, donc on en voit le bout. Puis vous savez qu'après, on a aussi une présence des points écoles qu'on appelle de notre police municipale, qui vient en complément des signaleurs, bien sûr. Donc pour faire aussi des rappels aussi à la vigilance. Et puis le cas échéant, de réprimander quelqu'un qui pourrait faire n'importe quoi. On a eu le cas sur une piste cyclable, notamment quelqu'un qui a été verbalisé dernièrement parce qu'il roulait sur la piste cyclable, tout simplement. Et ça, c'est évidemment dangereux pour les cyclistes. Juste un point attendez, monsieur, juste un point, mais tout de suite, je vous avais pas... d'abord, remercier Stéphane Castan, qui est le directeur de l'espace public à la ville, mais aussi attirer votre attention sur qu'il n'y ait pas une contradiction. La politique de la ville aujourd'hui, c'est les voitures n'ont rien à faire sur les trottoirs. Bon, voilà. Donc, on prend des mesures, et la mesure la plus efficace, c'est les potelets, parce que la verbalisation, il faudrait beaucoup de policiers, donc le potelet est le plus efficace. Mais je vois très bien aussi le mouvement qui inverse, qui consiste à dire, mais on peut plus se garer sur les trottoirs. Moi, on m'a fait plusieurs fois l'observation. Donc là, merci aussi de soutenir cette opération. On peut pas, si on est pour les potelets, on peut pas être contre, quoi. Et donc là, il faut qu'on soit forts tous et cohérents dans notre attitude. Monsieur. Dernière question qui est liée là au Dodan et au radar pédagogique. Donc, on a vu qu'il y avait un radar pédagogique qui a été installé, mais on est plusieurs à trouver qu'il est bizarrement installé parce qu'il est pile entre les deux Dodan, ce qui fait que les voitures ont déjà ralenti
à l'approche du radar, et ça fait peut-être un peu de son effet. Et pour finir sur les données, et après j'en aurai totalement fini, c'est qu'il y en a effectivement 2 qui sont groupés au niveau des écoles maternelles. Il en manque peut-être un peu plus loin au niveau de la crèche et de la médiathèque annexe pour casser aussi l'éducation. Alors, merci. Pour information, on a déployé 50 radars pédagogiques sur la commune, parce qu'il y a un vrai besoin. Hein. Pour tout vous dire, il y a encore quelques années, on en avait 5 pour l'ensemble du territoire communal, donc on a fait x10 et tous les quartiers maintenant ont des radars pédagogiques. Alors, vous le voyez à cet endroit-là aujourd'hui, et on va les faire bouger aussi pour que ça reste, voilà. Donc on va avoir des campagnes, on va les faire bouger. Quand on positionne les radars pédagogiques, alors il faut savoir déjà qu'ils pointent pas forcément au pied du radar, ils visent loin. Ensuite, on doit les positionner aussi, il faut avoir un point d'appui, il faut pouvoir les alimenter en électricité, donc candélabre. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu les contraintes et pourquoi ils sont posés là. S'ils sont posés entre les ralentisseurs, c'est parce qu'en fait, on avait le phénomène des voitures qui réaccéléraient aussi. Je m'arrête, hop, je ralentis et je remets un grand coup. Et si les ralentisseurs sont là, c'est parce qu'il était considéré qu'il y avait vraiment besoin de faire ralentir les voitures. Donc c'est pour ça que ça a été positionné. Et de toute façon, voilà, on le fera bouger puisque c'est le principe, mais vous aurez toujours des radars pédagogiques, sur le Burk. J'ai pas répondu à votre question sur la bande cyclable. On va regarder ça plus précisément pour cette question de continuité. Il faut qu'on voit après en termes de normes, parce que une bande cyclable doit faire une largeur suffisante et il faut avoir le gabarit de voirie. On en prend note et on va regarder. Quant à l'ajout de ralentisseurs, là je peux pas vous répondre. Il faut qu'on regarde précisément sur un plan, mais je tiens juste à vous dire que on a des contraintes là aussi. Il faut évidemment pas on peut pas en mettre sur des carrefours, parce que c'est pas possible quand il y a des mouvements. Et on est aussi contraint, il est interdit de mettre des ralentisseurs à moins de 50 mètres en amont ou en aval d'un virage. D'accord ? Et ça va vite, parce que quand il y a un virage, il faut faire, c'est pas rectiligne. Et devant l'école, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on regarde précisément. Vous avez justement ce virage-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour des voitures, ça pourrait contrarier justement la manœuvre de tournée, ce qui est encore plus vrai pour des 2 roues. Voilà. Et là, ça peut devenir dangereux. Donc c'est cette contrainte-là, et on n'a pas le droit de les mettre voilà, dans ces conditions-là. Mais on va regarder plus précisément. On peut trouver une solution à l'avenue Robert Schuman. À l'avenue Robert Schuman, parce qu'il y en a souvent qui descendent le sens interdit. Et à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être à la sortie des écoles, comme le dimanche. Et donc, c'est assez dangereux parce qu'on pense que c'est un sens unique. Et non, il y a des voitures, des camions, et ils ne roulent pas lentement. La solution, c'est, Michel me souffle à l'instant, on va mettre des caméras, parce que les caméras permettent de visionner, d'avoir une preuve de l'infraction qui est commise. Mais la solution, c'est de verbaliser. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que d'être dur dans la verbalisation. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre, mais ils paieront. Et c'est pas grave, une fois qu'on a payé un certain nombre de fois, on change d'attitude. Hein. Bien sûr, mais c'est pas admissible. On ne peut pas l'admettre, il faut vraiment taper fort. Hein. Oui, on a des petits-enfants et... Oui, on est d'accord, mais il faut qu'on arrive à identifier la personne pour ensuite après pouvoir la verbaliser. Est-ce que la politique de Mérignac vis-à-vis des caméras de surveillance, s'il vous plaît? La ville a adopté le principe de mettre des caméras de surveillance un peu partout. Donc évidemment dans les lieux les plus chauds, si vous me permettez l'expression. Donc il y en a notamment en centre-ville, il y en a à Caperon aussi, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de faits de délinquance. Et on va avoir bientôt, dans un peu plus d'1 an, un nouveau commissariat, en plein cœur de Mérignac. Et donc dans ce nouveau commissariat, il y aura un centre de supervision qui permettra de voir en direct ce qui se passe, avec les caméras. Aujourd'hui, c'est notre défaut, c'est qu'on a des caméras, mais ensuite, après, il faut les visionner. Alors là, il y a une procédure extrêmement complexe pour voir les images. Pour être protecteur des libertés, c'est vrai, c'est bien, mais en même temps, on perd beaucoup de réactivité. Sur le Burk, il n'y en a pas. Non.
en parliez tout à l'heure. Non. Non, mais on peut... Ah non, mais je ne demande rien, je veux Non. juste avoir une Non. information. Jean-Pierre. Je suis pas certain que ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Alors, on a une étude qui est en voie d'achèvement concernant l'implantation de caméras sur la ville. On doit en avoir entre 100 à 110 donc de prévus, bon, dans chaque quartier de la ville. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard à cause du Covid, parce que la société à qui on a confié cette mission n'a pas pu se déplacer dans les conditions acceptables compte tenu de ce qui se passe au niveau du Covid. Mais on a demandé les autorisations de la semaine dernière, les autorisations d'implantation sur un plan juridique à la préfecture la semaine dernière. Donc c'est un dossier qui avance bien maintenant. Bon, cela dit, vraisemblablement, il va falloir patienter encore plusieurs mois, parce qu'on veut lier cette implantation donc de caméras à un centre de supervision urbaine, comme le disait Monsieur le maire à l'instant, pour que le système soit complètement efficace. Si on met des caméras sans une vision en direct, donc pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent dans certains cas de figure, bon, bah ça ne sert pas à grand-chose. Donc on attend l'arrivée du nouveau commissariat, et il faut compter sur environ une année, peut-être un tout petit peu plus, pour que ce système soit opérationnel. Mais c'est un sujet qui avance bien, et donc il faut encore un tout petit peu de patience, et ça arrive. Bonsoir. Moi, je voulais vraiment insister sur la signalisation au sol de l'avenue Jeanne d'Arc, parce qu'elle est large. Il y a vraiment des stationnements qui sont complètement anarchiques, et les rues qui sont perpendiculaires à cette avenue, ma fille a failli se faire renverser à vélo à cause de ça. Donc, je trouve que déjà on pourrait mettre une piste cyclable. Il y a pas mal d'enfants qui vont au collège, et éviter aussi qu'il y ait des stationnements au niveau de ces rues qui sont perpendiculaires, parce qu'on ne voit rien, même quand on est nous en voiture. Tout à l'heure, encore une fois, il y avait un jeune qui était à vélo, avec aucune signalisation sur vélo, et je n'ai rien vu, je ne l'ai pas vu venir. Donc vraiment, c'est accidentogène. Et il faut vraiment réagir par rapport à ça, la signalisation au sol, et vraiment interdire le stationnement à certains endroits. Voilà. Mettre des dodanes aussi, parce que ça roule vite. Ou, je sais pas, quelque chose qui permette de ralentir, ou notamment peut-être ce que disait monsieur tout à l'heure, des radars un peu pour montrer, enfin, vraiment pour sensibiliser les gens sur le ralentissement, quoi. Voilà. Bon, s'agissant de l'espace public plus généralement, ça a été dit, je crois, tout à l'heure, il y a à faire. Hein, je pense que ça, on peut s'accorder sur ça. Bon, tout est une question évidemment d'ordonnancement des choses. Hein. Il y a un travail à faire sur le bâtiment. C'est du gros œuvre, c'est des engins qui passent. C'est évidemment de la chaussée aussi, des trottoirs qui se dégradent au passage des engins. Et souvent, sur l'espace public, en fait, on nous fait le reproche, ah ben ça y est, c'est terminé, c'est maintenant que vous mettez les travaux. On livre un équipement et puis c'est maintenant que vous démarrez les travaux. Oui, mais sauf que si on refait un bel enrobé, un beau trottoir, alors qu'il y a encore les engins qui passent, il va pas rester beau très longtemps. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a les rénovations des résidences, et on est en train de regarder justement sur ensuite la remise en niveau un petit peu de l'espace public, avec des voiries qui sont assez anciennes, des trottoirs aussi qui sont pas toujours libres pour les cheminements, parce qu'il y a parfois du mobilier, des choses assez hétéroclites, des stockages de poubelles, des potelets, des choses qui sont pas très bien placées aussi. Donc il y a tout un travail de remise à plat à faire. Ça se fera par petites touches, parce que le chantier est très vaste, et qu'on peut pas aussi faire tous les travaux et mettre tout le burk en chantier. Et on va regarder cela, parce qu'effectivement on s'accorde sur le fait qu'il y a du travail dessus. Madame Pagès nous en parle aussi assez régulièrement. Oui. Alors, au niveau de la métropole, on a un plan qui n'a jamais été vu. C'est-à-dire qu'on on devrait voter demain un plan de 130 millions pour les pistes cyclables.
Bon, ça c'est jamais vu à la métropole, donc j'espère qu'il sera adopté demain. Et donc, dans cette idée, dans les 130 millions, moi je tiens absolument à ce qu'on fasse des pistes sécurisées. Voilà. Parce que la piste où vous avez le vélo et la voiture qui ouvre la porte, enfin le conducteur qui ouvre la porte, ça c'est mortel. Hein. Et donc c'est là des accidents. Donc on va faire des pistes en site propre pour les vélos, autant que c'est possible. Juste une question de circulation. Quand il existe des pistes cyclables, est-ce que les vélos sont obligés d'utiliser la piste cyclable? Non. Non. Le code de la route n'oblige pas les vélos à utiliser les pistes cyclables. On peut pas râler après un vélo, ça fait bien. Oui, vous pouvez râler, mais le vélo, il peut utiliser la... Mettez une musique apaisante sur l'autoradio et ça se passera bien. Pour vous donner une réponse précise, c'est dans le code de la route, c'est la différence entre le panneau piste cyclable obligatoire et piste cyclable conseillée ou itinéraire cyclable conseillé. Quand c'est obligatoire, c'est un rond et quand c'est conseillé, c'est un rectangle. Alors vous me dites qu'il faut que je repasse mon permis de conduire. Non. Merci madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Michel, tu vois d'autres sujets? Bon. Ah, si, c'est juste ici, c'est pas une question. Bon, moi, c'était juste pour vos mises à disposition d'arbres. Le mercredi, le premier et le samedi. Oui, on a une semaine de fête de l'arbre. Oui. Voilà. Donc il y en aura pour tout le monde déjà parce que Oui. pour mon lotissement. Oui. C'est pour pas être dans le même. Oui, tout à fait. Là aussi, hein, c'est une des premières annonces que j'ai faites à la métropole, c'est d'avoir un plan 1 million d'arbres. Voilà. Donc 1 million d'arbres, ça semble beaucoup, mais on était 1 million sur 10 ans. Hein. Et en fait, on peut tenir, on a fait un peu moins que 100 000 arbres l'année dernière, mais l'année prochaine, on doit faire un peu plus que 100 000 arbres, donc on doit pouvoir tenir. Et dans ce cadre-là, on va planter des arbres sur le domaine public, mais on souhaite aussi planter sur le domaine privé, donc chez vous. Et donc, on va vous donner de quoi planter des arbres là dans les jours qui viennent. On va associer aussi les entreprises, on va associer les grands magasins, il y a notamment une grande enseigne qui accepte de planter des arbres autour de ces centres commerciaux. Voilà, donc il faut que tout le monde plante son arbre et vous voyez pourquoi on plante des arbres, c'est-à-dire c'est pas uniquement parce que c'est joli, c'est parce qu'aussi un arbre ça a beaucoup de vertus. On sait qu'en 2050 ou même peut-être avant, on aura ici la température de Séville. Donc on aura 50 degrés. Donc un arbre c'est un îlot de fraîcheur déjà. Donc ça fait tomber la température. Mais un arbre c'est aussi un puits de carbone, ça prend le carbone qui existe et ça le recycle. Donc c'est une deuxième vertu. Puis un arbre, c'est la biodiversité. Quand vous avez des arbres, vous avez des insectes, vous avez des oiseaux, et puis un arbre, c'est quand même, c'est beau, quoi. Donc on a vraiment cette volonté-là, mais il faut que vous nous aidez, là. Il faut que les habitants eux-mêmes, ils se mettent à planter des arbres et on vous donnera de quoi le faire. Sur la question des arbres, j'en profite parce qu'il y a une actualité qui concerne le Burk. Hein. Dans quelques jours maintenant, c'est la semaine de l'arbre. Ça sera la dernière semaine de novembre. Pardon, je prends quelques éléments pour pas vous dire de bêtises en termes d'horaire. Il va y avoir je pense que vous êtes inscrite, une distribution de 1800 plants sur le marché du centre-ville. Donc ça va se dérouler sur inscription le mercredi 1er et le samedi 4 décembre. C'est la semaine qui est à cheval sur novembre et décembre. Et s'agissant du Burk, hein, je ne vous donne pas tout le programme, vous le retrouvez sur le site internet de la ville en particulier. Il y a une visite du bois du Burk qui est prévue avec une association qui s'appelle Cibel. Donc sur le thème, hein, je vous donne le nom du thème, les arbres et leurs hôtes, l'écosystème forestier. Et il y a 2 visites en fait qui sont prévues. Le rendez-vous se fait devant l'entrée principale du bois, rue Colonel Rénal. Donc ça sera le mardi 30 novembre à partir de 11h. Vous comptez 1h30 de visite environ. Et le mercredi 1er décembre à nouveau à 11h. Donc mardi 30 et mercredi 1er décembre à 11h. Donc Colonel Rénal en face de l'entrée du bois. Et puis vous retrouverez le programme complet également sur le site internet de la ville.
Et demain matin, à 10h30, nous allons planter un arbre ici, en mémoire de Shainez Daoud, qui est cette pauvre femme qui a été assassinée par son mari, en mémoire de Shainez, mais aussi de toutes les femmes victimes de violences. Donc si vous pouvez venir demain, 10h30, je ne sais pas où exactement, enfin là, dans cet espace-là. Voilà. Donc pour qu'on garde en mémoire, on ira À côté de l'aire de jeu. À côté de l'aire de jeu. Donc il y aura une plaque également pour qu'on garde en mémoire ce qui a pu se passer, les événements les plus tristes que nous ayons connus quand même. Je voudrais parler des poubelles et des encombrants. Parce qu'alors, bon, les encombrants, ça devient, je trouve, une catastrophe, parce que les gens ne savent pas où mettre un vieux matelas, un vieux réfrigérateur, et ainsi de suite. Et moi, j'arrive d'un petit village de campagne, tous les 4 ou 5 fois par an, on nous mettait une benne, on nous disait, bon, les encombrants passeront tel jour à telle heure, et pendant 2-3 jours, on avait une benne, et on pouvait déposer nos affaires. Je viens de passer un week-end à Annères-sur-Seine chez ma fille, où c'est une très jolie commune. Pareil, là aussi, il y a les encombrants qui déposent des bennes pour que les gens déposent leurs affaires. Parce que je trouve que c'est des... Alors, on va avoir un joli quartier. J'habite au Dahlia, je me sens très très bien, mais c'est vrai que les encombrants deviennent vraiment encombrants. Il faudrait peut-être trouver un système, je ne sais pas, parce que les gens achètent sur Internet. Avant, on achetait, on nous reprenait un vieux matelas, on nous emportait un nouveau, et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, je trouve qu'il faudrait, je ne sais pas quoi, je parle de ces histoires de bennes qu'on pourrait nous déposer de temps en temps. Voilà, c'est ce que je voudrais qu'on arrive à trouver une solution. Alors, Stéphane. Oui, sur les encombrants, alors déjà, pour tout ce qui est électroménager, etc., ils sont tenus de vous les récupérer. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Ensuite, déjà d'une manière générale, les déchets, mais les encombrants en particulier, donc c'est une compétence qui est exercée par Bordeaux Métropole et qui s'exerce au sein des déchetteries métropolitaines. Donc vous en avez une qui est pas très loin, au niveau du Bourgail. Vous en avez une autre qui est sur Mérignac. Celle du Bourgail est à la frontière, mais côté Pessac. Mérignac, ça va être sur Jean Monnet, donc au niveau de avenue des Marronniers, pardon, excusez-moi, donc à Beaudésert. Donc c'est le choix qui a été fait sur la métropole bordelaise d'avoir des déchetteries en nombre qui permettent de collecter et de valoriser ces déchets. Cela dit, en complément de cela, parce que effectivement, on reconnaît aussi qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés, notamment pour se déplacer, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, il y a un dispositif de collecte spécifique des encombrants. Il faut contacter la ville ou Bordeaux Métropole, mais appeler la ville et on vous dirigera, il n'y a aucun souci. Et là, à ce moment-là, on prend rendez-vous et on collecte les encombrants de cette manière-là. Alors, vous avez régulièrement sur le magazine municipal, de même qu'on a aussi les collectes des déchets verts qui sont affichés dans le magazine papier de la ville. Donc, c'est un éternel, effectivement, recommencement. Hein, il faut le faire, d'autant plus qu'il y a de nouveaux habitants qui arrivent sur Mérignac. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous en faire, évidemment, le relais si vous avez dans votre réseau de connaissances des personnes qui seraient bénéficiaires, personnes âgées ou à mobilité réduite, évidemment, on peut le faire. Il suffit d'appeler la ville, on vous dirige, il n'y a pas de souci, on prend rendez-vous et une équipe vient. Mais n'hésitez pas à lire et à relire le magazine. Le magazine est bourré d'informations. Voilà. Et le site de la ville est bourré d'informations. Donc vraiment, on peut obtenir des réponses à beaucoup de questions qu'on puisse se poser. Jean-Pierre ? Simplement pour signaler que la police municipale patrouille toute la journée donc, dans les différents quartiers de la ville et au cours de leur patrouille, bien entendu, ils observent tout ce qui se passe au niveau sur des encombrants, sur des décharges sauvages, etc. Ils font remonter tous les jours ces informations donc, aux services concernés et donc enlever les détritus divers qui sont répandus un petit peu partout dans la commune. Éventuellement, même, vous pouvez également passer un coup de fil à la police municipale et ils feront le nécessaire. Et depuis peu, après je vous donne la parole, c'est promis, depuis peu on a créé aussi des concierges de quartier. Donc on a 2 concierges de quartier
qui ont une mission, c'est un boulot de conciergerie, c'est de sillonner toute la ville et de relever tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc si par exemple la personne voit un matelas à l'abandon, si elle voit des branches d'arbres qu'il faut élaguer, elle va ensuite après, c'est pas elle qui va faire le boulot, mais elle va le signaler après au service compétent. Oui, madame. Oui, moi je voulais... Ah oui, madame Savary, voilà. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu, mais sinon, donc voilà, une des deux, la seconde c'est Fabienne Duhan. Et donc ces deux personnes-là sont des personnes de terrain, sur le terrain, et leur boulot c'est de relever tout ce qu'il y a. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu brièvement ce que vous faites, parce que ça paraît intéressant? Alors justement, madame parlait des encombrants, des fois où on voit des dépôts sauvages, et donc on va faire remonter les informations pour qu'on puisse aller les chercher. Mais comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, ou si on veut avoir une information Non, c'est pas prévu que vous soyez en lien avec des quartiers, etc. Vous avez, pour faire simple, un numéro unique, un point unique, c'est ce qu'on appelle le guichet unique, son nom. Justement, le principe, c'est que vous n'ayez pas à chercher. Donc il y a un numéro unique de la ville, le standard, et ce service, il est même en capacité de réaliser lui-même un grand panel de prestations. C'est ce même service quand vous faites une pièce d'identité ou autre. Hein. Et si ce n'est pas lui qui le traite en direct, il envoie au bon collègue. Le principe, c'est que vous n'ayez pas à vous dire à quel numéro je dois appeler, je dois chercher, etc. Le numéro générique de la ville pour vous simplifier la vie. Moi, je voulais terminer sur une note de remerciement, évidemment, pour la semaine de l'arbre, que j'ai trouvé très très intéressante, que pour le quartier du Burg, puisqu'il est question de ça ici. C'est que j'aurais voulu savoir, moi j'aurais aimé planter un arbre dans le Burg, mais on m'a objecté que, et sans doute que c'est une bonne objection, c'est qu'il pouvait y avoir des tuyaux qui passent, des canalisations, et qu'il fallait être prudent. Alors peut-être que je peux voir avec vous, en fait, si ça rejoint le projet d'aménagement, est-ce que ça va voir avec ça, de planter plus d'arbres au milieu des bâtiments de Burg, par exemple? Est-ce que ça a à voir avec ça? C'est comme toujours, il faut trouver l'équilibre, mais non, moi je vous incite à planter des arbres. Je pense pas que vous allez couper des... Non. Là c'est toujours pareil, il y a le principe de précaution, le machin, du coup on fait jamais rien. Non, plantez des arbres, et bien regardez où vous les plantez, c'est quand même mieux, mais n'hésitez pas, quoi. Le but c'est quand même qu'il y ait un grand mouvement, et que tout le monde arrive à végétaliser cette agglomération qui en a besoin. Oui. Vous voulez des pelles? Non, on loue pas de peine. Bon, Je voulais juste vous donner une information. Oui. Je voulais juste vous donner une information pour les encombrants. Malheureusement, il y a des lève-tôt. Et j'ai remarqué, moi, plusieurs fois, et j'ai déjà arrêté deux personnes, c'est on fait le matin entre 6h et 6h30. Il y a déjà des gens qui pensent que le Burg était la déchetterie. Ils ont dû se tromper d'adresse. Et en fait, ils arrivent avec leur petite voiture et ils déchargent sur le quartier. Voilà. Et donc, sur l'avenue que vous parliez, là, la grande, là, sur le... Voilà. Alors, ça nous est arrivé parce que c'est dans notre quartier. Et je connais un quartier qui, on peut dire, c'est Bon Désir. On nous a fait le coup là pendant plusieurs coups. Et donc après, on a installé une caméra. Voilà. Et ça permet, là aussi, hein, la caméra, ça permet d'identifier et de verbaliser. Et puis, quand vous avez une caméra, la personne ne va pas commencer à mettre son vieux matelas. Hein. Faire attention. Par contre, on n'a pas le droit, en tant que copropriété, de l'installer, je crois. Il y a des règles très précises sur les caméras. On peut mettre des caméras, nous, que sur le domaine public. On ne peut pas le mettre sur le domaine privé. C'est-à-dire sur un mur qui donne sur une rue, un mur de copropriété qui donne sur une rue. Jean-Pierre. Oui, en fait, on n'a pas le droit de mettre une caméra qui va donner, si vous voulez, sur votre balcon ou dans votre jardin. C'est pour ça qu'on a demandé les autorisations. Donc, non, elle demande si elle peut en installer une en tant que copropriété, si la copropriété peut installer une copropriété. Un mur de copropriété qui donnait sur des endroits où les gens déposent des encombrants à des heures, effectivement. Si la copro peut installer une caméra.
On n'a pas le droit de filmer le domaine public. Voilà, c'est interdit. Un particulier ne peut pas filmer le domaine public. Voilà. Mais il y aura des choses. Ce qui n'a pas été dit, mais c'est important de le souligner. Madame Savary et sa collègue Madame Duhan vont être des agents assermentés sous peu. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir relever aussi un certain nombre d'infractions. Alors le but c'est davantage de faire de la pédagogie, mais bon, la pédagogie quand il y a quelqu'un qui a vidé tout le contenu de sa remorque, je pense qu'il n'y a plus besoin de lui expliquer que ça ne se fait pas. Elle le sait, elle le fait sciemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fera? Mais la police municipale le fait déjà, hein, autant qu'elle le peut. On essaie d'identifier l'auteur des déchets, son propriétaire, ou du moins son dernier propriétaire. Alors des fois on y arrive, hein, assez souvent, parce qu'on a oublié une facture, un bon de commande, voilà. Et donc à ce moment-là, on engage des poursuites. On a d'ailleurs plusieurs procédures qui sont engagées, qui passent devant le tribunal de police là, dans les prochains jours, parce que effectivement, voilà, on arrive à identifier. Il faut savoir aussi qu'on a installé, on a le souci, vous avez une large surface boisée, plusieurs centaines d'hectares sur Mérignac, et on a mis également ce qu'on appelle des pièges photos, qui ont permis d'identifier un certain nombre de contrevenants, parfois des professionnels d'ailleurs, qui arrivaient et plutôt que de payer la mise en déchetterie qui est payante pour les professionnels, déverser, voilà. Et là, quand vous avez la plaque d'immatriculation et en gros le nom de l'entreprise sur le flanc du véhicule, ça ne fait aucun doute. Bon, écoutez, madame, vous voulez une dernière question? Oui, c'était plutôt une information, aussi une remarque. Donc, je travaille pour une nouvelle association qui s'appelle En Bouge sur le Burg. Donc, c'est une association qui propose des activités physiques et de bien-être sur le quartier du Burg. Et donc, voilà, 100 adhérents depuis la rentrée de cette année. Et le but, c'est vraiment de proposer des animations sur les quartiers, aussi notamment parler pour que pas qu'il y ait un problème de transport, pour que les gens puissent venir faire des activités sur les quartiers. Et donc, voilà, jusqu'à présent, on a exercé nos activités à l'extérieur. Jusqu'à la semaine dernière, on a cherché, essayé de travailler avec les services de la mairie pour trouver une solution pour être à l'abri, parce que voilà, évidemment, il commence à faire très froid. Donc pour l'instant, on a pu travailler avec les centres aérés dans le sens qu'on a été sous leur préau. Donc on a travaillé aussi avec l'école pour la communication envers le public sur le quartier. Et là, c'est le CRAB, l'association de pétanque et tennis, qui nous prête temporairement leur foyer, qui est effectivement un peu étroit. Et voilà. Donc on est ravis de l'engouement qu'on a rencontré d'emblée. Et voilà, je pense que l'année Covid a aussi fait une partie de cet engouement qui a été si immédiat. Les gens avaient vraiment besoin de se retrouver, de bouger, de se faire bien. Donc c'est super, mais voilà, on a vraiment besoin de votre aide pour optimiser les locaux qui existent sur le quartier. Parce que voilà, ça fait partie de la mission, c'est que voilà, c'est pour essentiellement les gens aussi qui sont peut-être éloignés de la pratique par ailleurs puissent en bénéficier. Donc on travaille dans ce sens-là. Merci madame, et bravo pour votre initiative. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée.